Merci d'avoir patienté aussi jusqu'au bout de cette journée qui, ma foi, a été extrêmement intéressante. Voilà, donc je vais rien conclure du tout. Je vais vous présenter quelque chose de très ouvert. C'est un morceau d'un travail en cours, donc avec pour moi toutes sortes de zones ouvertes. J'aime bien comme ça parler de ce que je suis en train de faire plutôt que de parler de choses qui pour moi sont terminées. Quand c'est terminé, j'ai plus envie d'en parler de toute façon. Donc, c'est un morceau d'un travail en cours qui implique toute une lecture sur, disons, le recours de l'imagination dans l'invention d'une pensée théorique. Je dis l'imagination parce que c'est pas l'imaginaire au sens de Lacan, pas dans ce contexte-là. C'est-à-dire qu'il y a, en psychanalyse comme ailleurs, il y a un imaginaire de la théorie, au fond. C'est-à-dire un imaginaire où certaines images se sont imposées à Freud, à Lacan, des images qui se sont imposées non pas tant pour illustrer quelque chose que la pensée aurait déjà compris, mais parce que dans telle ou telle image, il y a quelque chose qu'il s'agit de déplier, un peu comme le fait Freud devant le Moïse de Michel-Ange, par exemple. Or, ce qui m'apparaît intéressant, c'est que chaque fois, ça implique une certaine conception de l'image, un certain rapport à la chose visuelle et, en fin de compte, une certaine conception de ce que pourrait être ce que moi j'appelle une imagination critique. Au sens où l'imagination, c'est pas quelque chose qui divague et qui part dans tous les sens. Alors aujourd'hui, je vais poser les choses à partir de ce que j'ai évoqué dans mon titre, Apologue pour l'imagination de l'angoisse. C'est un titre, je trouve que ça m'engage beaucoup trop d'annoncer quelque chose sur l'imagination de l'angoisse, parce que, notamment, l'imagination de l'angoisse, c'est quelque chose qu'on peut entendre de plusieurs manières, et où il y aurait lieu, par exemple, de distinguer l'imagination de l'imaginaire au sens de Lacan, qui n'est pas non plus l'imaginaire au sens où on l'entend habituellement à Figura, par exemple, c'est-à-dire l'imaginaire comme champ des possibilités fictionnelles. Donc, souvent, à Figura, c'est un peu dans ce sens-là qu'on parle de l'imaginaire. Je vais plutôt vous parler d'une image qui a joué un rôle dans l'enseignement de Lacan, en essayant de montrer comment la psychanalyse, pas seulement Lacan, mais comment la psychanalyse s'arrange avec les images. Non pas seulement pour illustrer quelque chose, mais parce que l'image contient quelque chose qui est au-devant de la pensée analytique et qu'il s'agit de penser. Donc, il y a une image qui revient dans l'enseignement de Lacan, c'est celle de la menthe religieuse. Image par excellence de la dévoration assimilante, image de la jouissance monstrueuse et de l'énigme de cette jouissance. Or, cette image, au moment où Lacan l'évoque pour la première fois, dans le séminaire 8 sur le transfert, c'est une image qui semble sortie de ce que Lacan appelait à un moment le magasin des accessoires en usage. Hervé, tu parlais des accessoires antiques, c'est du même ordre. C'est-à-dire une image qui n'est plus que devenue une sorte d'archétype, dont l'efficacité symbolique s'est en quelque sorte dégradée pour passer dans le registre des lieux communs du discours analytique. Donc, c'est pas tant l'image qui est un archétype, au fond, que ce que la psychanalyse elle-même s'est habituée à reconnaître sans pour autant s'interroger sur ce que l'image supporte comme savoir sur l'inconscient. Ça, c'est Lacan qui le dit comme ça. Je vous cite un passage du séminaire 8 sur le transfert, où donc la figure de la menthe religieuse est mentionnée par Lacan pour la première fois. Si la grande figure fantasmatique de la menthe religieuse hante l'amphithéâtre analytique, c'est bien parce qu'elle présente comme une image mère, une matrice de la fonction attribuée
à ce qu'on appelle si hardiment et peut-être si improprement la mère castratrice. Bien sûr, moi-même, dans mon initiation analytique, j'ai volontiers pris support de cette image si riche à faire écho du domaine naturel à ce qui se présente dans le phénomène inconscient. Et Lacan ajoute qu'il s'agit maintenant de corriger quelque chose dans son propre parcours théorique vis-à-vis de cette image-là qui, dit-il, l'a déjà intéressé. Alors, il faut savoir que ce que Lacan appelle ici l'amphithéâtre analytique a été marqué durant une époque, notamment par un texte de Roger Caillois intitulé La menthe religieuse, qui est un texte qui a été publié tout d'abord sous une forme un peu embryonnaire dans la revue Minotaure, à l'époque où Lacan lui-même écrivait dans cette revue-là. C'est une époque où Lacan était proche des surréalistes. Et puis, le texte de Caillois sur la menthe religieuse a beaucoup circulé à un moment donné. Caillois y est revenu très souvent lui-même. Donc, on a de bonnes raisons pour penser que même si Caillois n'est pas mentionné dans le séminaire, en tout cas pense qu'il concerne la menthe religieuse, on peut facilement penser que la grande figure fantasmatique de la menthe religieuse comme figure de la mère castratrice, comme archétype du discours analytique, image matrice, image mère ou image support, c'est une image qui a pour arrière-plan le texte de Caillois. Mais c'est aussi par rapport à ce texte-là que Lacan va faire se déplacer l'image de la menthe religieuse pour la penser autrement, puis pour l'articuler autrement à son propre discours. Ce que la menthe religieuse permet d'illustrer, avant ou plutôt que de parler de la mère castratrice ou de féminin dévorant, c'est tout d'abord pour Lacan l'énigme de sa jouissance qui est en question. C'est-à-dire que Lacan dit, on en parle depuis toujours comme la mère castratrice, et Lacan dit plutôt, c'est sa jouissance, c'est de là qu'il faut repartir pour réfléchir sur cette image. Donc cette jouissance, dit Lacan, et là c'est la jouissance de la menthe religieuse, est-elle jouissance de quelque chose en tant qu'elle le détruit? Puisque vous savez, la menthe religieuse dévore la tête du mâle au moment crucial de l'accouplement. Donc, il y a toute une discussion chez Lacan dans le séminaire 8 sur la question, par exemple, de ce qu'on est en train de faire comme analyste aussi, lorsqu'on prête à la menthe religieuse une subjectivité, au fond, et ce qu'on pourrait appeler une jouissance intéressée, autrement dit une perversion. À l'époque du séminaire 8, venait tout juste de paraître un numéro de la revue L'Évolution psychiatrique sur les perversions animales, par rapport à quoi Lacan se montre très critique, mais c'est aussi dans cette optique-là que la discussion est menée. Dans le séminaire suivant, sur l'identification, séminaire 9, Lacan revient sur l'image de la menthe religieuse. Mais là, l'image renvoie à quelque chose de plus spécifique, qui n'est plus du tout pris dans le dialogue avec les sciences naturelles, et ce qui pouvait rester de la référence à Caillois a complètement disparu. Dans le séminaire sur l'identification, l'image de la menthe religieuse est ce devant quoi on peut s'imaginer en proie au regard de la menthe. Au fond, le regard de l'autre, grand A. L'idée directrice pour Lacan, c'est à ce moment-là la suivante, à savoir que l'angoisse, puisque dans le séminaire sur l'identification, il est déjà en train de préparer le séminaire suivant, il est déjà en train d'amorcer sa réflexion sur l'angoisse. Et donc, dans le séminaire sur l'identification, il propose cette idée que l'angoisse, c'est la sensation du désir de l'autre. C'est-à-dire ce qu'on peut imaginer qu'on éprouve si on se voit soi-même en face du regard de l'autre, sans savoir quel objet je suis pour l'autre. Je ne sais pas quel objet je suis pour l'autre, mais au fond, s'il est vrai que je suis vu par l'autre sous la forme, l'image du mâle de la menthe religieuse, je suis promis à la dévoration nuptiale et le regard immobile de la menthe religieuse
n'est que l'instant suspendu qui précède une étreinte mortelle. Or, c'est toujours sur cette image de la menthe religieuse que le séminaire suivant, sur l'angoisse, c'est sur cette image de la menthe religieuse que le séminaire sur l'angoisse va aussi s'ouvrir. Donc cette image de la menthe religieuse, au fond, traverse 3 séminaires consécutifs, et ce que j'ai trouvé intéressant de constater, c'est qu'à chaque fois qu'il en parle, ça change, il la réécrit, cette image, au fond, il la reformule en fonction de ce qu'il est en train en fonction de ce qu'il est en train de faire. Donc, au début du séminaire sur l'angoisse, la chose se formule de la façon suivante. Et ça, c'est si vous voulez, c'est la citation sur la menthe religieuse la plus connue, qui est souvent reprise. Je rappelle, dit Lacan, la fable, l'apologue, l'image amusante que j'en avais dressée devant vous pour un instant. Donc, lors du séminaire précédent, l'identification. Moi-même revêtant le masque animal dont se couvre le sorcier de la grotte dite des 3 frères. Christian, c'est pour toi. Ça. Je m'étais imaginé devant vous en face d'un autre animal, un vrai celui-là, supposé géant pour l'occasion, une menthe religieuse. Comme le masque que je portais, je ne savais pas quel il était, vous imaginez facilement que j'avais quelques raisons de n'être pas rassuré, pour le cas où par hasard ce masque n'aurait pas été impropre à entraîner ma partenaire dans quelque erreur sur mon identité. La chose était bien soulignée par ceci, et là, quand on regarde comment les choses sont formulées d'un séminaire à l'autre, Lacan dit « j'avais bien souligné ceci » alors que ce n'est pas le cas, il le formulait tout autrement à ce moment-là. La chose était bien soulignée par ceci que j'avais ajouté, que je ne voyais pas ma propre image dans le miroir énigmatique du globe oculaire de l'insecte. Donc, le point ici qui est important, c'est que Lacan, évidemment, c'est une imagination au sens où c'est une illustration. Mais Lacan laisse planer l'incertitude quant au masque, c'est-à-dire l'incertitude par rapport à l'image de moi qui peut être reconnue ou authentifiée par l'autre. Puisque, au fond, toute cette image va aussi être articulée au stade du miroir auquel Lacan nous invite à revenir. Tout d'abord, je sais quel est mon masque dans l'apologue que Lacan vient de formuler. Je sais quel est mon masque, c'est celui du sorcier de la grotte des 3 frères. Ici, je suis persuadé que, pour différentes raisons, Lacan pense au texte de Bataille sur l'art de Lascaux. Donc au début, je sais quel est mon masque, et puis après, je ne sais plus quel est mon masque, c'est-à-dire ce qui peut être authentifié par l'autre comme étant mon image. Et l'angoisse, c'est l'angoisse de ce regard dans lequel je ne peux pas lire ce qui fait ou non de moi l'objet du regard de l'autre. Donc, dans cette optique-là, le regard de la menthe religieuse peut être comparé à ce que Lacan dit plus loin dans le même séminaire à propos du regard blanc de l'aveugle. Et ici, c'est encore Bataille qui émerge dans le séminaire sur l'angoisse. J'ai le sentiment depuis quelque temps que Bataille est toujours en sourdine derrière le séminaire sur l'angoisse, entre autres parce que Bataille vient tout juste de mourir au moment où Lacan inaugure son séminaire sur l'angoisse. C'est pas passé inaperçu chez Lacan, c'est certain. Donc, l'œil blanc de l'aveugle. Voilà ce par quoi, dit Lacan, nous sommes le plus regardés. L'œil fondamentalement angoissant. C'est le regard blanc de l'aveugle. C'est aussi, pour continuer avec un autre exemple donné par Lacan, le regard du cadavre du grand poisson mort qu'on voit tirer sur la plage à la fin du film La Dolce Vita de Fellini. C'est-à-dire un regard dont on ne sait rien, si ce n'est qu'on suppose qu'il nous regarde parce qu'il provoque notre regard, du lieu même où quelque chose manque, qui est tout à la fois révélé et voilé, tantôt dans l'œil inerte du poisson mort tiré des profondeurs de la mer, tantôt dans l'œil blanc de l'aveugle, tantôt dans l'œil sans reflet,
de la montre religieuse. Alors vous voyez, je n'ai pas le temps de le faire ici, mais il faudrait reconstruire point par point comment l'image du regard de la montre religieuse accompagne la pensée de Lacan entre 1961 et 1963, c'est-à-dire jusqu'à la fin du séminaire sur l'angoisse. Il aurait fallu que je vous lise d'assez longs passages pour vous le montrer, mais si vous voulez, à chaque fois, Lacan réécrit cette image, comme je le disais tout à l'heure, et surtout, je dirais qu'il s'insère autrement devant l'image à mesure que sa pensée se précise sur ce que c'est que l'angoisse. Je ne sais pas si le séminaire sur l'angoisse, c'est un séminaire que vous avez lu, mais c'est un séminaire que je trouve, moi, très particulier. C'est-à-dire que l'objet d'angoisse, c'est un objet qui, par définition, est assez fuyant, mais c'est un séminaire où Lacan se déplace beaucoup et très rapidement au cours de ce séminaire, et les choses changent et les choses se transforment. Alors, il y a quelque chose là qui serait très, très intéressant à reconstruire parce que, du moins c'est mon hypothèse, à la fin du séminaire sur l'angoisse, l'image de la montre religieuse va réapparaître une dernière fois, mais elle va venir en tant qu'image marquer une limite par rapport à ce qu'elle était censée illustrer au départ. Et la raison, selon moi, c'est parce que dans la seconde moitié du séminaire sur l'angoisse, Lacan se déplace pour penser l'objet de l'angoisse en tant que c'est un objet qui se pose en dehors du champ scopique. Or, l'image de la montre religieuse est un exemple qui pose la question de l'angoisse à partir du champ scopique. Alors, d'où la nécessité pour Lacan de se servir de cette image dans un premier temps pour l'abandonner dans un second temps. Alors, pour le dire rapidement, pour ceux qui sont familiers avec Lacan, l'image de la montre religieuse, au fond, accompagne la construction théorique de l'objet A que Anne a mentionné tout à l'heure, qui est un terme qu'on retrouve avant dans le séminaire de Lacan, mais l'objet A occupe une place tout à fait particulière dans l'enseignement de Lacan à partir du séminaire sur l'angoisse. C'est donc un séminaire qui s'ouvre justement sur l'image de la montre religieuse. Autant dire que dans le regard, autant dire que dans le regard de la montre religieuse, c'est l'objet A qui est en question, mais en tant que cet objet, comme l'a dit Lacan avant, cet objet n'a pas d'image spéculaire. Ça, c'est une définition, disons, qui remonte à avant la construction théorique de l'objet A. C'est dans Subversion du sujet et dialectique du désir en 1960, mais ça annonce et ça supporte déjà ce que Lacan va faire à la fin du séminaire de 61-62 sur l'identification, lorsqu'il va distinguer sur le plan du fantasme l'image spéculaire de l'objet. Cette image, dit Lacan, donc l'image spéculaire, n'est pas son image parce que cet objet n'en a pas. Reste l'incertitude, le suspens de ce qui est visé par ce regard dans la rencontre en miroir que l'image de la montre religieuse permet d'illustrer. Or, cette rencontre en miroir n'est pas uniquement imaginaire, et je dirais qu'elle n'est pas uniquement visuelle, au fond, parce qu'elle implique que le symbolique fasse retour au sujet qui s'interroge devant l'image de l'insecte sous la forme d'une question: qu'évoque, que veux-tu? C'est-à-dire que le point, au fond, il est là. C'est-à-dire que ce n'est pas tant la perception de l'image de la montre religieuse, ce n'est pas uniquement son regard, c'est ce qui fait retour à partir de là. Que veux-tu? Donc c'est à partir de cette question que se met en place quelque chose qui, disons, pour aller vite, est de l'ordre du symbolique et non plus seulement de l'ordre de l'imaginaire. Alors, je ne vais pas plus loin parce que le temps file et qu'on en est à la fin de cette longue journée, et aussi parce que je sens que je commence à entrer dans des considérations qui demandent beaucoup d'explications. Mais avant de terminer, j'aimerais rapprocher la fonction de l'image dans l'apologue de la montre religieuse d'un texte de Freud qui mériterait, selon moi, qu'on le réexamine avec un peu plus d'attention aujourd'hui.
On a retrouvé un jour dans les dossiers de Freud un tout petit texte manuscrit daté de 1922, qui est un texte que vous connaissez probablement, qui s'intitule « La tête de Méduse ». C'est un texte où Freud avance, dit-il, l'interprétation d'une figure mythologique, Méduse. C'est un texte qui est très connu. Cette interprétation est à portée de main, dit Freud. Décapité égale castré. L'effroi devant la méduse est donc effroi de la castration rattaché à quelque chose qu'on voit. Alors j'aime bien, moi, parler de ce texte de Freud parce que c'est un texte qui, généralement, a tout pour exaspérer ceux qui n'aiment pas beaucoup la psychanalyse. On voit Freud avancer avec beaucoup d'aplomb, mais c'est même pas un texte qui était destiné à la publication. Hein. Mais bon, il avance avec beaucoup d'aplomb. Décapité égale castré. Et c'est un texte qui, au fond, nous renvoie à une psychanalyse qu'on dirait un peu dépassée. C'est la psychanalyse de papa. Moi, j'adore cette expression d'Hervé. C'est la psychanalyse de papa. C'est-à-dire que Freud donne l'impression de traduire une figure mythologique par un contenu, disons un contenu freudien. Tout comme l'amante religieuse s'imposait avec son contenu freudien, la mère castratrice. Puis, c'est sûr, on pourrait dire que oui, ben c'est ça aussi, sans doute, probablement. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui est juste aussi. L'angoisse de castration, la mère castratrice. Bon. Mais, pour moi qui s'intéresse aux images, la signification de l'image ne doit pas fermer l'image. Sinon, l'image n'est qu'un accessoire de la pensée analytique. Or, la pensée analytique, depuis Freud, nous montre justement ce que c'est qu'une image ouverte. Et c'est justement parce qu'il s'agit d'une image ouverte où le sujet est impliqué, convoqué du lieu de sa place subjective, emporté comme sujet du regard, que la lecture que fait Freud de l'image de l'amante religieuse est tout à fait tenable par ailleurs. Donc pour moi, ce petit texte de Freud sur Méduse est en fait beaucoup plus subtil si, bien sûr, on accepte de faire un peu confiance à Freud, dans la mesure où, pour moi, et c'est quelque chose que je rappelle constamment, Freud était quelqu'un d'extrêmement subtil. L'essentiel de ce texte, je le vois, comme souvent chez Freud, dans ce que le texte lui-même construit sans vraiment le dire. Dans le fait, par exemple, que c'est un texte qui fait allusion à au moins 3 versions du mythe de Méduse, alors que ces 3 versions du mythe peuvent être déclinées comme 3 temps subjectifs. Donc, ce n'est pas tant les 3 versions du mythe qui sont en question pour Freud, c'est 3 temps subjectifs. À savoir ce qui est ouvert pour le sujet au moment où, dans l'instant du regard, dans l'instant d'effroi, se joue entre le spectateur et la tête de Méduse un rapport de réciprocité. L'essentiel n'est pas dans la traduction des contenus de l'image, mais dans ce qui revient au sujet comme une réponse à l'image. Or, Freud ne dit pas autre chose, par exemple, dans son texte sur le fétichisme, lorsqu'il parle de la vision du sexe de la mère, qui revient au sujet comme une menace, au fond, qui lui est adressée. Il faut donc suivre le texte de Freud sur Méduse, qui est très très court, mais en marquant tout le chemin de pensée qui peut être reconstruit du point de vue du sujet. Par exemple, je vais très vite, mais par exemple, premier temps, un effroi rattaché à quelque chose qu'on voit. Et vous noterez, parce que c'est important, que ce quelque chose qu'on voit n'est pas positivement dans l'image. Deuxième temps, merci. Le moment de la pétrification du spectateur changé en pierre et qui, par là, se prémunit de l'effroi, dit Freud. Freud, dans ce texte sur Méduse, suggère que le devenir pierre est une consolation. Troisième temps, le moment de conclure, au fond, que Freud exprime en faisant dire au spectateur devant l'image de Méduse « Je n'ai pas peur de toi, je te défie ». Donc, 3 temps qui sont tout à fait distincts. Alors, je ne voudrais pas donner l'impression que j'évacue ce qui, pour Freud, au fond, le point central, à savoir la castration ou l'angoisse de castration.
La castration non plus n'a pas d'image spéculaire, comme Lacan le dit d'ailleurs aussi dans le séminaire sur l'identification, même si cette angoisse s'appuie sur quelque chose qu'on voit. Je n'évacue pas, je pense, ce qui est le point important pour Freud, mais j'insiste sur autre chose qui, selon moi, éclaire le texte de Freud en sortant l'image de Méduse du magasin des accessoires en usage. L'essentiel ici, pour moi, c'est d'insister sur le fait que quelque chose, et là ça vaut autant pour Méduse ou la vente religieuse, quelque chose est anticipé dans l'image, qui est temporalisé dans l'intervalle entre la vision de l'image propice à susciter l'effroi et ce que le sujet infère à propos de lui-même. Inférer dans le sens de tirer une conséquence. C'est ce qui se joue dans cet intervalle entre l'instant du regard et ce qui revient au sujet sur le mode de la réciprocité que quelque chose d'essentiel est à l'œuvre. C'est-à-dire en fait non pas tant la signification de l'image, mais le dispositif imaginaire dans lequel le sujet est empêtré. Et c'est là que se joue, dans la captation en miroir, ce que j'appelle aussi l'imagination de l'angoisse. Entendons par imagination quelque chose comme une pensée en acte, une opération réfléchissante, extensive, qui emporte le sujet dans son mouvement d'imagination. Les trois temps subjectifs. Entendons non pas l'image dans sa fixité iconique, mais l'image en tant qu'elle fait intervenir la réflexivité du sujet. Et ici, comprenez la réflexivité dans le double sens de la réflexivité spéculaire en miroir, mais aussi la réflexivité dans le sens de la pensée réfléchissante, où le sujet a à inférer quelque chose qui est une réponse au regard de Méduse. C'est du côté de la réponse subjective qu'il s'agit d'opposer au regard de Méduse que se joue pour moi l'essentiel de ce petit texte de Freud. Pour le dire dans une perspective à la limite un peu plus freudienne, l'important n'est pas de décrire ce qui est éprouvé, la psychanalyse n'est pas une phénoménologie, mais il s'agit d'indiquer comment le sujet se défend de ce qu'il voit. L'essentiel n'est pas dans le contenu de l'image de Méduse, et d'ailleurs je suis persuadé que ce n'est pas non plus ce qui intéresse Freud, parce qu'à la limite pour Freud, le contenu de l'image il est évident, donc pourquoi écrire un texte pour le montrer? Donc, le point suivant, et je vais terminer, ce que la psychanalyse nous invite à faire avec les images comme celle de la tête de Méduse, comme celle de la menthe religieuse, ce n'est pas de retrouver la signification intemporelle de l'image, c'est de faire en sorte que l'image puisse être dépliée d'après différents moments subjectifs différenciés. Autrement dit, ce n'est pas tant l'image en elle-même qui est en question que le sujet du regard qui, lui, n'est pas arrêté sur un seul point de l'image, un seul point précis de l'image, mais c'est un sujet qui trouve à s'articuler comme regard en tant que l'image le renvoie à sa place de sujet. Alors, je vais m'arrêter ici parce que j'ai dépassé mon temps déjà, et puis je n'ai pas parlé du rat. Il y avait un rat dans mon titre. 2 minutes, juste pour dire ce que... Vous avez envie de le savoir? Si ça ne vous intéresse pas, j'en parle pas. Mais juste pour vous indiquer au fond vers quoi je m'en vais avec tout ça. Si vous voulez, l'image de la menthe religieuse accompagne la construction théorique de l'objet A, mais elle le construit à partir du champ scopique, en tant que l'objet A n'a pas d'image spéculaire. Or, dans cette histoire-là, et dans l'histoire des séminaires qui m'ont intéressé, il y a une autre image qui accompagne aussi la construction théorique de l'objet A, et cette image, elle relève de la lecture que fait Lacan d'un roman de Maurice Blanchot, Thomas l'Obscur. À la fin du séminaire sur l'identification, Lacan lit presque un chapitre entier de Thomas l'Obscur. Il n'a pas fait ça souvent dans le séminaire, prendre tout un chapitre et le lire en guise de conclusion. Et il ne commente pas, il ne l'analyse pas, il conclut avec cette lecture-là. Or, dans le passage qui est lu par Lacan, c'est le chapitre 4 fameux dans Thomas l'Obscur, c'est le passage qui commence avec la menthe religieuse et qui nous amène vers l'apparition de l'image du rat, un rat gigantesque. Et là, il y a une articulation menthe religieuse, le rat, dans un même chapitre de Thomas l'Obscur. Et mon hypothèse, et c'est ça que j'essaie de reconstruire en ce moment, mais c'est un travail,
c'est assez laborieux, c'est que la lecture du roman de Blanchot et l'image du rat qui intéresse Lacan à ce moment-là est une image qui pose moins l'objet A en fonction du champ scopique qu'en fonction du champ de la lettre. Autrement dit, j'ai l'impression que cette lecture qu'il fait de Thomas l'Obscur, parce que la question de la lettre, Lacan va la construire plus tard. On en parlera demain. Mais j'ai l'impression que l'image du rat par rapport à l'image de la menthe religieuse à la fin du séminaire sur l'identification a donné à Lacan quelque chose par le biais de quoi Lacan a pu voir peut-être un peu plus loin grâce à Blanchot que là où il était arrivé dans son séminaire sur l'identification. Or, ce qui est intéressant, c'est de mettre côte à côte l'image de la menthe et l'image du rat pour en même temps mettre côte à côte le champ scopique, le champ de la lettre par rapport à la construction de l'objet A. Mais pour ça, pour mettre tout ça ensemble, il faut reconstruire le parcours de Lacan, mais on a aussi besoin du roman de Blanchot. Il faut aller relire Blanchot pour essayer de voir ce que Lacan a pu y voir de son côté aussi. Quelle place ça a pu avoir dans l'histoire du séminaire, en tout cas. Voilà. Merci, désolé d'avoir...